Bonsoir, bienvenue à l'Espace Culture dans le cadre des rendez-vous d'Archimède. Nous reprenons notre cycle Raison, Folie et Déraison. Et ce soir, un plateau, j'allais dire, un peu particulier à trois voix. Avec Jean-François Ray, qui est professeur de philosophie, qui va introduire cette soirée et animer la soirée. Et Eliane Escoubas et Alexis Forestier. Je laisse Jean-François vous les présenter. Oui, merci Jacques. Bien, alors j'ai le plaisir pour cette conférence à trois voix sur penser l'art et la folie, dont je dirai quelques mots tout à l'heure pour justifier ce titre. Alors, je vous présente Eliane Escoubas, qui est professeur émérite de philosophie à l'Université de Paris-Est, Paris 12 Créteil, spécialiste de phénoménologie et de philosophie allemande, traductrice de Husserl, entre autres, auteur d'ouvrages qu'on trouvera tout à l'heure, je pense, ici sur la table de la librairie. Je citerai Imago Mundi, qui est une réédition chez Galilée, et je rappellerai la très belle revue La Part de l'œil, fondée et développée par Eliane Escoubas. Pas seulement. Pas seulement, non. Mais vous étiez responsable. Je suis au comité de rédaction. Mais ça a été fondé par Lucien Massart. Ah d'accord, entendu. Alexis Forestier, metteur en scène et musicien, collaborateur du LAM, Musée d'Art Brut, et qui a créé récemment au LAM, qui a joué au LAM une pièce avec l'artiste André Robillard. Donc, sans plus attendre, nous allons parler successivement. Penser l'art et la folie, c'est un intitulé qui est un clin d'œil à quelqu'un dont on parlera beaucoup ce soir, qui s'appelle Henri Maldinet, et qui a rassemblé Henri Maldinet, philosophe dont on va fêter les 100 ans cette année. Il est né en 1912. Il avait rassemblé ses essais sur la psychose dans un titre chez Jérôme Milon, « Penser l'homme et la folie ». Mais on connaît bien sûr aussi le travail de Maldinet sur l'art. Je pense par exemple à son grand livre, le dernier, « Ouvrir le rien, l'art nu ». Donc c'est cette pensée sur deux versants, folie et art, qui introduira un peu cette soirée. Je ne veux pas seulement rendre hommage à Maldinet, parce que d'autres colloques bien plus importants auront lieu tout au long de l'année 2012. Je veux simplement saluer celui que son disciple, élève, le psychiatre regretté Jacques Scott, appelait le plus grand des méconnus et le plus méconnu des grands. Alors, il s'agit pour nous ce soir d'articuler cette question, l'art et la folie. Et tout de suite une précision qui me paraît importante. Tous les artistes ne sont pas fous, et il ne suffit pas d'être fou pour être génial. Voilà, une fois posé cet axiome, je précise tout de même que quand j'utilise le mot fou, c'est pour ne pas parler de la santé mentale, dans les termes où on parle aujourd'hui, donc je ne dis pas malade mentaux, même si on peut dire patient, etc. C'est un mot qui a fait trace dans l'histoire en une pluralité de sens, au milieu desquels, évidemment, figure celui de malade ou de patient. Mais malade et patient ne décrit qu'un seul aspect de la situation nommée folie. Alors, une fois prises ces précautions, je rappellerai brièvement comment Maldinet, à la suite des philosophes et des artistes du XXe siècle, concernés par la création esthétique, nous aide à penser le lien entre art et folie. Tout d'abord, la notion de forme. Une forme n'est pas dans l'espace, dit Maldinet. Elle n'est pas logée. C'est une forme qui engendre son espace. Je cite Maldinet. Une forme est en incidence interne réciproque avec son espace
Elle instaure l'espace dans lequel elle apparaît comme son lieu. Ce n'est qu'en cet espace qu'elle a lieu d'être, justifiée. L'ouverture de l'espace ne fait qu'un avec la genèse de la forme. C'est d'ailleurs en quoi finalement la forme n'est pas logée dans l'espace, mais l'habite. Et je pense que Hélène Escoubas reviendra sur cette notion importante. Donc vous notez cette distinction entre être logé dans l'espace et habiter l'espace. Elle est fondamentale pour les lieux où, justement, soit on expose des œuvres, soit on accueille des patients. Les accueille-t-on dans des locaux où ils sont logés, ou bien les accueille-t-on dans des lieux habités? Je laisse la question en suspens. Au-delà du rapport forme-espace, il faut continuer à interroger la forme au sens que lui ont donné les peintres et les psychiatres du XXe siècle, Paul Klee, Mondrian ou Hans Prinzhorn. Tous parlent de Gestaltung, c'est-à-dire, à partir du mot allemand Gestalt, la forme, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend en général par la psychologie de la forme des années 50. Il s'agit d'un processus, d'un chemin, Ung en allemand désignant un processus, Werk ist Weg, disait Paul Klee, l'œuvre est en chemin. La forme est en formation, Gestaltung. La forme est en formation, elle consiste en sa propre genèse, ainsi que l'a montré Hans Prinzhorn, psychiatre allemand pendant la période de Weimar, qui avait recueilli le premier une collection importante de travaux de ses patients. Il était contemporain, bien entendu, de l'expressionnisme en peinture et au cinéma, et en même temps que la découverte des arts premiers. La Gestaltung, selon Prinzhorn, s'origine dans un besoin d'expression qui convoque une pulsion de jeu, comme lorsqu'on griffonne pendant une réunion où on s'ennuie, ou pendant une conversation téléphonique, on écoute attentivement, mais où la main fait des gribouillis. La plupart d'entre nous, avec ces gribouillis, nous en restons là et nous jetons les papiers sur lesquels on a gribouillé. Mais il arrive que certaines personnes prennent leur gribouillage très au sérieux et travaillent soit dans le sens de Prinzhorn, une écriture, par exemple, on pense ici à Wölfli, on rappelle la magnifique exposition du Lam l'an dernier, soit dans le sens d'un art sacré ou naïf, on pense ici à Alois Corba, on peut admirer des œuvres au Lam, mais il n'y a œuvre que lorsque le gribouillage se dépasse dans telle ou telle direction, qu'on appelle précisément sa forme en formation. Enfin, en dernier point, une forme a un sens. Il faut toujours avoir présent à l'esprit que le même mot, sens, peut désigner la signification, un organe des sens, et par là la sensation, mais aussi la direction de sens. Et Maldinet reprend souvent cette formule d'Henri Faucillon dans La vie des formes. Faucillon disait ceci, je cite, « Le signe signifie, la forme se signifie ». C'est en cela que la forme est plus qu'un signe. C'est aussi pour cela que dans le contact avec l'œuvre d'art, il ne s'agit pas seulement de lire, voire d'expliquer comment est agencé un tableau, par exemple. Or, nous dit Maldinet, en outre ça, la forme en formation, le sens, il nous dit que la signification de l'œuvre d'art est existentielle. Que veut-il dire par là? Que la forme est vivante par l'union indissoluble du sentir et du se mouvoir, certes, il le dit, mais cela va au-delà, car la proposition, je cite, « les formes vivent » est à rapprocher de celle-ci, le psychotique est un existant. La forme est en voie d'elle-même, vous ai-je dit, c'est la définition même de la Gestaltung, et de son côté, la vie, au sens de bios, c'est, comme dit Maldinet, toujours être en avant de soi, toujours à dessein de soi. Or, qu'en est-il de l'existence psychotique? Quel peut être l'apport d'une œuvre porteuse d'un rythme dû à la Gestaltung? Eh bien, Maldinet avait, dans les années 60-70, par habitude,
d'emmener ses étudiants, c'était à Lyon, hein, donc dans le grand hôpital psychiatrique de la région lyonnaise, où il projetait des diapositives de Cézanne, de Van Gogh, etc. à les patients, et il recueillait un peu leurs réactions. Eh bien, je citerai simplement un de ses souvenirs. Je cite, « Tous les moments expressifs n'ont comme tels, dit Maldinet, d'autre but que celui-là, incarner le psychique et par là jeter un pont de je à tu. » Et voici quelques lignes plus loin. « Plus d'une fois, ce pont s'est trouvé jeté, qui, s'il n'était pas franchi, se laissait du moins traverser par une parole, la première fois sans doute, il y a longtemps, à Münsterlingen, en présence de Roland Kuhn, donc un psychiatre important des années 50-60, inventeur entre autres du tofranil, mais surtout disciple et ami de Ludwig Winsbanger. Donc en présence de Roland Kuhn, de Jacques Scott et donc de lui, Maldinet, un schizophrène qui vivait depuis 17 ans dans un état de prostration presque constant, mais dont Roland Kuhn avait remarqué la sensibilité apparemment paradoxale aux formes et aux couleurs, a été invité à regarder des reproductions de peinture. Je les avais choisis, donc c'est Maldinet, je les avais choisis tels que, en raison de leur style, leur moment apparitionnel constitua un indivisible moment d'évidence et de surprise. Tout en jouant avec un lacet, le malade jetait sur celle qu'on lui présentait un coup d'œil furtif, comme à la dérobée, et lançait quelques mots au sujet de chacune, des mots à l'arraché. Or, certaines de ces expressions étaient si rigoureusement ajustées à la plénitude de l'œuvre qu'il eût été difficile au plus aigu des critiques d'en trouver d'autres. Mis en présence d'une des dernières baigneuses de Renoir, dont l'espace ambiant et l'aura radieuse et tourbillonnaire d'une forme en expansion et de flux colorés, il dit simplement, en allemand, « Die goldene Sonne des Lebens », le soleil d'or de la vie. Alors s'est produit un incident. Appelé au dehors, le docteur Kuhn est sorti. Aussitôt la porte refermée, le malade s'est levé en disant à nous, qui restions là assis, « À qui le tour, messieurs ?» Il avait été garçon coiffeur à Lausanne. Pour la première fois depuis 17 ans, quelque chose de son passé émergeait. Peut-être était-ce l'occasion furtive d'un échange. Il eût fallu trouver la parole ou le geste capable de faire de cette lueur, le premier tremblement historique d'un passé enfoui, devenu absolu. Alors, ces lignes sont à interpréter au regard d'une dimension dont parlera abondamment Eliane Escoubas dans un petit moment, la dimension rythmique d'une part et la dimension pathique d'autre part, cette dimension qui touche à la fois à la situation spatio-temporelle où se trouve le patient et en même temps à la surprise, à la rencontre avec l'œuvre d'art. Pour entendre la leçon de Maldinet et surtout pour entreprendre de provoquer la rencontre du patient et de l'œuvre, il faut oublier tout ce qui a pu être dit au sujet des fonctions de l'art depuis Aristote. L'expression, oui. La catharsis, oui. Cela fonctionne. L'art a certainement tous ses pouvoirs d'ouverture, d'alternative, de transfiguration, comme on voudra, de la vie. Mais ici, je voudrais surtout rappeler l'un des concepts fondamentaux des analyses de Maldinet, le concept d'espace. L'œuvre engendre son propre espace, et je dis en commençant, c'est un espace qui n'est pas étalé, qui n'est pas ce dans quoi est logée la forme, mais qui est le champ tensionnel dans lequel vit la forme. Ce n'est pas seulement de Cézanne ou de Van Gogh qu'il faut parler, mais de ceux qui font l'espace où ils sont, qui l'habitent en œuvrant. Déplacer la perspective, non pas l'œuvre, mais la forme. Et à partir de la forme, ce dont je n'ai pas encore parlé, mais dont on parlera abondamment, le fond
est ce que Maldinet appelle le pouvoir du fond. Le fond, c'est ce qui articule l'existence, la forme et l'espace, à condition de ne pas opposer abstraitement ou bêtement la forme et le fond. C'est bien la forme qui engendre l'espace, et avec l'espace, le fond. Mais à partir du point que Paul Klee appelait le point gris, ou encore le point cosmogénétique, point qui n'est ni mathématique ni matériel, mais que tout créateur connaît ou reconnaît, et je pense à ce que Jean Houry de la clinique de la Borde disait à une pensionnaire qui lui disait « J'arrive à un point, qu'est-ce que je fais là ?» Il répondait « Surtout, vous n'y touchez pas. » Pour finir, je vous citerai un extrait d'une interview de Madeleine Lomel, l'une des personnes qui est à l'origine de la collection de La Racine, donc celle qui est hébergée ici au LAM. Voici ce qu'elle disait. « Un fou qui s'engage dans la création accomplit un acte autonome, obéit à des pulsions d'ordre intime et entreprend un processus qui peut aboutir à une œuvre. Et qui peut aboutir à une œuvre, ça veut dire qu'il peut aboutir à une œuvre belle et pas forcément à une œuvre agréable. C'est là qu'elle fait la distinction sur laquelle on pourra revenir entre l'art et l'art-thérapie. Il faut donc saluer toutes ces initiatives, qu'elles soient d'art-thérapie ou simplement de production muséale, hein, et rappeler que deux choses sont indispensables pour la conservation de ces œuvres, le collectionneur lui-même et le musée. En résumé, pour que quelque chose subsiste, qu'on l'appelle art brut ou art singulier, comme on voudra, il faut des collectionneurs, il y en a parmi les psychiatres, et il faut des initiatives muséales. Et je rappelle simplement que ces psychiatres de la génération qui s'en va, là, beaucoup sont déjà morts, qui, à la fin de la guerre, ont retrouvé ces patients. Je pense par exemple à Auguste Forestier, qui se retrouve exposé au LAM, hein, qui faisait des petites statues avec des bouts de serpillière, de bois, de cajot, etc., de draps qu'il trouvait. Et il faisait ces objets parfois un peu inquiétants, toujours surprenants. Et j'ai lu dans la presse régionale, il y a quelques temps, des jugements un peu intrépides du genre « Qu'est-ce que ce serait si on leur donnait des draps propres et du bois bien poli ? C'est quand même, ces pauvres gens sont obligés d'aller fouiller les poubelles, etc. » Comme disait Jean Houry à cette époque-là, il est à craindre que le patient ne fasse plus rien du tout et pour toujours si on lui donne des draps propres au lieu de ces vieilles serpillières usées. Ces patients, d'ailleurs, seraient très surpris qu'on les prenne pour des artistes. Souvent, ils n'ont pas beaucoup fréquenté l'école, mais tous ces concepts que je vous ai présentés sont là. La Gestaltung, avec sa pulsion ornementale, on pense par exemple à Augustin Lesage, sa pulsion d'imitation, mais aussi son caractère symbolique, comme chez Wolfi. Pour finir, une dernière citation de Maldinet à propos d'un atelier de peinture à l'hôpital psychiatrique du Vinati à Lyon. Je cite « Un malade peignait des fleurs, une fleur par tableau. Comment procédait-il ? Presque à chaque fois, il laissait en blanc le centre, le calice, et il allait fumer une cigarette à la fenêtre. Puis il revenait et remplissait le blanc. Que ces fleurs aient été lui-même, on peut l'induire de certains autres de leurs aspects. Il est arrivé que transparaisse en elles, dans les fleurs, une sorte de structure squelettique qui les apparentait à des formes humaines dont le tracé rejoignait celui de ses autoportraits. Mais l'important, c'est ce vide qu'il laissait être pendant qu'à la fenêtre, il regardait dans le vide. Ce vide était un vide en attente de soi, un vide laissé à dessein de soi. La dimension propre d'un existant, qui n'est pas un étant, le produit d'autre chose, est l'être à dessein de soi, par où il peut avoir sens ou non-sens.
Quand il allait à la fenêtre confronter ce grand vide de la fenêtre et ce grand vide temporel qui consiste à ne rien penser d'autre, à ne penser à rien, en fumant sa cigarette, que se passait-il? Je n'en sais rien. Mais il y avait ce blanc laissé et ce retour le comblant et qui chaque fois recommençait parce que justement il l'avait comblé. Voilà pourquoi ce n'est pas le vide, mais le trop-plein qui est le signe de la menace. On arrêtera sur cette phrase de Maldiné. Non, après. Allez-y. D'accord. Donc, Penser l'art et la folie avec Henri Maldiné. Et un sous-titre, Essai sur le pathique, le pathologique et le pathétique. Mon propos tient ici dans l'exploration du nœud où s'articulent ces trois notions, le pathique, le pathologique, le pathétique. Ce nœud est évidemment le terme grec pathos, du verbe pasco, paskein, qui dit éprouver, sentir, ressentir, et aussi endurer, subir, pâtir, souffrir. Bon. Pour que cela ne paraisse pas trop énigmatique, je vais tout de suite donner une caractérisation très sommaire de ces trois termes qui feront ensuite l'objet de mon analyse. Pathique, c'est ce qu'on éprouve, c'est la sensation, c'est le sentir au sens actif du verbe. Et Maldiné préfère employer le verbe, le sentir, plutôt que le substantif, la sensation. Donc le pathique, c'est l'épreuve originaire de l'être au monde de l'homme. Pathologique. Pathologique, c'est l'être souffrant de l'homme, l'être malade de l'homme, l'être patient de l'homme. Le pathétique, c'est la structure de l'existence, c'est-à-dire, et c'est mon hypothèse, les formes a priori de la sensibilité. Comme on le voit dans ces trois termes, c'est la structure, le sensible, le sentir, la sensibilité et le lien qui constitue l'unité des trois termes. Le sentir, le sensible, la sensibilité se dit pathique, pathologique et pathétique. Alors, pour esquisser maintenant le cadre où s'inscrira mon analyse, je veux donner deux citations de Maldiné. L'une très brève, je cite, « L'art est la vérité du sentir, parce que le rythme est la vérité de l'aesthésis. » Aesthésis, c'est la sensation. Fin de citation. C'est dans Regard, Parole, Espace, l'ouvrage de Maldiné, Regard, Parole, Espace, page 153. Dans cette formulation brève de Maldiné sont noués ensemble l'art, le rythme et le sentir. L'art est la vérité du sentir parce que le rythme est la vérité de l'aesthésis. On doit donc présupposer que la création artistique, que je dirais par hypothèse création de rythme, quel que soit l'art auquel ça se réfère, la création artistique est fondamentalement liée au sentir. Une deuxième citation de Maldiné qui est plus longue, celle-ci. Je cite, « Qu'est-ce donc que la matière sensible de la peinture? Celle même du sentir. La teneur sensible, c'est la citation de Maldiné, la teneur sensible de toutes nos impressions est l'absolu donné, irréfutable et infondé, et toujours surprenant comme le réel. Son irruption est un événement. Nous ne sommes pas maîtres de notre ressentir. Il comporte une dimension pathique, immanente à l'impression originaire et qui accorde chaque fois à un ton propre notre communication avec le monde entier. Il continue, une plage colorée, une couleur de surface, une transparence, une ombre, un mouvement linéaire comme nervure de l'espace, une lumière diffuse, radiante ou réfléchie, tous ces moments qui nous ouvrent au monde, en nous ouvrant le monde,
chacun selon sa voie, sont des phénomènes dont l'advenir est inséparable de notre devenir. Fin de citation de Maldinet, c'est dans le volume Art et Existence, page 202. Alors, ma première séquence, j'aurai 3 séquences puisque j'ai 3 termes. Ma première séquence, qu'est-ce que le sentir? Qu'est-ce que le pathique? La sensation, en grec aesthesis, est le premier et fondamental rapport de l'homme au monde. Selon Maldinet, elle diffère totalement de la perception, car la perception donne des objets qu'elle offre à la connaissance, un arbre, une chaise, etc. Alors que la sensation est inobjective et inobjectivante. Elle ne donne pas des objets. D'où l'opposition du sentir et du percevoir, que Maldinet désigne comme l'opposition du pathique, le sentir, et du gnosique, le percevoir, qui est donc le gnosique, c'est que la perception nous fait connaître, nous donne une connaissance. Si le pathique, au contraire, ne nous fait rien connaître, il nous fait éprouver notre existence, notre exister. Sentir, c'est être présent. Y être. Je ne peux sentir le chaud, le froid, la couleur, enfin peu importe. Je ne peux sentir que si j'y suis. Avec le sentir, c'est la présence qui est en jeu et non pas la représentation. Pathique, du grec pathos, je l'ai rappelé, je l'ai dit tout à l'heure, sentir, éprouver, souffrir, subir, etc., est l'exister de l'homme. Et comme Maldinet le rappelle en citant le psychiatre Erwin Strauss, le sentir est en liaison intrinsèque avec notre motricité. C'est dans le volume de Erwin Strauss, Du sens des sens, traduit chez Jérôme Millon en 1989. Bon, dès lors, sentir et se mouvoir, tel est notre mode d'être originaire. Mais sentir, ce n'est pas seulement avoir des sensations. Sentir ne se résume pas aux qualités sensibles. Le sentir, le pathique, est ouverture au monde et à l'être. Maldinet écrit, la révélation, je cite, la révélation originaire du « il y a » se produit dans le sentir. Il y a et j'y suis. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc, ouverture au monde et à l'être, le sentir est la condition de possibilité de l'art, de la création artistique. Et l'art révèle et porte la vérité du sentir. La première citation, l'art est la vérité du sentir, dit Maldinet. C'est dans l'art, et non pas dans l'entendement et dans le concept comme Hegel l'affirmait, que le sentir déploie sa vérité. Et Maldinet rappelle à juste titre les 2 sens du terme esthétique chez Kant. L'un, l'esthétique transcendantale de la critique de la raison pure, développe les conditions a priori de possibilité de l'expérience. L'autre, l'esthétique de la critique du jugement, développe les conditions de possibilité de l'art et du beau chez Kant. Les 2 sens kantiens de l'esthétique seraient donc noués à leur racine, le sentir ou le pathique. Esthétique, c'est du sentir. Ou, c'est pareil, du pathique. Je cite de nouveau Maldinet. Le terme pathos, écrit-il, a le défaut de n'évoquer que des idées de passivité, alors que le moment pathique comporte en fait une activité. Il continue, la moindre sensation, en effet, ouvre un horizon de sens en vertu de cette activité dans la passivité, dont la reconnaissance par Kant constitue l'acte inaugural de toute esthétique. Et Maldinet continue, ou, pour employer un vocabulaire husserlien, la matière sensuelle
possède une forme originaire et irréductible à toutes les noèses intentionnelles de la perception objective. Les noèses, les Husserliens parmi vous, les gens qui ont travaillé sur Husserl savent qu'on pourrait le remplacer ici par les idées intentionnelles de la perception objective. Bon, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Fin de citation de Maldini. Alors je demande, pourquoi ouverture? Pourquoi ouverture au monde et à l'être? C'est le sentir. C'est là le statut même de ce que Maldini appelle la présence. Et le mot praesens, en latin, veut dire être en avant de soi. Et c'est cela même que dit exister. Exister, c'est être hors de ek, en avant de soi, sans avoir jamais eu à sortir d'un statut préalable d'immanence. Donc exister comme praesens, présence, c'est être en avant de soi, être hors de soi. Alors, si l'homme peut créer, c'est qu'il existe. Et l'œuvre d'art qu'il crée existe, elle aussi. Qu'est-ce qu'exister? Si exister au sens strict, c'est se tenir hors d'eux, en avant de soi, c'est alors se tenir ouvert. La condition fondamentale de toute création, comme de toute existence, est donc l'ouverture. Et je cite Maldini, quand je dis le monde, le I du il y a, le Y du il y a, ne peut pas être dans le monde. Il est l'ouvert, le I du il y a est l'ouvert dans l'éclaircie duquel le monde s'ouvre. Le pathique, le sentir, est donc ouverture. Ouverture, c'est sentir. Sentir, c'est exister. Maldini dit souvent que ce qui manque le plus à l'homme moderne, c'est la sensation. Mais à condition de bien entendre que sentir, ce n'est pas avoir des sensations, c'est être ouvert. Deuxième séquence, le pathologique. Le pathique est donc l'épreuve de l'existence et le pouvoir-être de l'artiste. L'épreuve de l'existence est singulière, elle est propre à chacun, même s'il n'en sait rien, même s'il n'en prend pas connaissance. Mais il l'éprouve. Une épreuve, ça s'éprouve. Et elle se manifeste dans ses comportements, dans les comportements de chacun, dans ses modes d'être, sans qu'il en sache quoi que ce soit. C'est ainsi que toute dimension pathique de l'existence a sa pathologie. Le pathique inclut le pathologique. Parfois, ou souvent, comme Maldini le dit. Et les comportements qu'on pourrait dire déficients, défaillants ou défaillants sont l'épreuve de la pathologie. Cette proposition du lien du pathique et du pathologique permet de renverser et de redéfinir en propre les termes classiques de la psychiatrie. Au lieu du normal et du pathologique, comme on l'entend courir, il convient de parler du pathique et du pathologique. Je cite Maldini. À l'opposition réifiante du normal et du pathologique doit succéder l'articulation existentielle du pathique et du pathologique. Celui-ci, le pathologique, étant une forme réifiante de celui-là, le pathique. Mais une déchéance, une forme réifiante, une déchéance inscrite dans sa possibilité même. Le pathologique est inscrit dans la possibilité même du pathique. Je continue la citation. Le pathique et le pathologique appartiennent au pouvoir-être de l'existant, qui est capable de répondre ou de se dérober à sa mise en demeure d'être ou de disparaître. Fin de citation. C'est dans un volume de Maldini intitulé « Existence, crise et création ».
Alors, Maldinet va alors énoncer un terme nouveau, celui de transpassibilité. Transpassibilité. Dans le terme de transpassibilité, on doit souligner, d'une part, passibilité, être passible, qui ne veut pas dire être passif. Au contraire, être passible, c'est être capable de, ou tout au moins être susceptible de. Par exemple, je prendrai un exemple très banal, quand un policier arrête un automobiliste, il lui dit, s'il a fait un impair, vous êtes passible d'une amende. Et ce n'est pas la passivité de l'automobiliste qui le rend passible d'une amende. C'est au contraire. Il est passible, susceptible. C'est sa passibilité et non pas sa passivité. C'est son activité qui le rend passible d'une amende. Voilà. Être passible n'est donc pas être passif, mais bien être capable ou susceptible de. L'autre partie du terme transpassibilité, le préfixe trans, qui dit au-delà de, trans, au-delà de, en avant de, hors de. La transpassibilité a donc le statut de l'ouverture. Et Maldinet dit, la dimension propre de l'existant est la transpassibilité. La transpassibilité est essentiellement, selon Maldinet, événement et rencontre. Je ne veux pas insister là-dessus pour le moment. Au contraire, alors, la réification dont il a parlé tout à l'heure, ou la déficience ou la défaillance du pathique, qui est constitutive du pathologique, manque toujours l'événement et la rencontre. Le pathologique, c'est quand rien ne fait événement, ou que au contraire, l'événement est suprême, disons, rien ne fait rencontre. Et Maldinet écrit, dans le sujet en crise s'ouvre une faille dans laquelle il est mis en demeure de réaliser son unité avec soi au lieu même de la séparation d'avec soi. La faille est infinie. Fin de citation. Donc, au même lieu qu'est la faille, chez le sujet en crise, à ce même lieu, il est mis en demeure de réaliser son unité dans cette séparation qu'est la faille. C'est pourquoi le malade, ça c'est moi qui maintenant, la citation est finie, c'est pourquoi le malade peut lui aussi être créateur d'une œuvre, au lieu même de la faille, au lieu même de la défaillance ou de la déficience. Alors la question est, en quoi les œuvres des malades diffèrent-elles de celles des artistes ? Maldinet répond en distinguant deux sortes de créations artistiques. Les unes, dit-il, répondent à un projet, bien que le projet, dit-il aussi, peut être un danger. Les autres répondent à un appel. Pour les décrire, il prend l'exemple d'une part de Cézanne, d'autre part de Wölfli, que vous connaissez puisqu'il y a eu une magnifique exposition au LAM l'an dernier. Alors, déjà, dans Existence et Création, dans Art et Existence, il avait longuement analysé le cas de Foscot au Vinatier, dont Jean-François Ray a rappelé tout à l'heure les choses. Alors, on a Cézanne, ou Wölfli, ou Foscot. Il y a donc projet, Cézanne, ou appel, Foscot et Wölfli. Et je dirais, pour ma part, me semble-t-il, que le projet est un engagement. Cézanne a vécu cet engagement de façon quasiment pathologique, je dirais, mais c'était son projet, le projet. Et l'appel est un arrachement, s'arracher à la faille, en quelque sorte. Alors,
le terme de conation, employé par Jean Houry, du latin conatus, qui veut dire effort, tendance, tentative et finalement création. Donc Jean Houry, dans Essai sur la création esthétique, dont on me dit qu'il est republié en 2008, oui, mais dont initialement le titre était Essai sur la conation esthétique. Bon. Ce terme est employé par Jean Houry pour désigner l'état de création, et il me paraît particulièrement adéquat. Il conviendrait d'expliciter ici de nombreux cas d'art brut, comme Dubuffet a qualifié l'art des malades, ou tout au moins de ceux qui n'ont pas fait l'école des beaux-arts, qui n'ont pas l'art non culturel, disons, comme on dit aussi, et dont le musée L'Âme de Villeneuve d'Ascq, après le musée de Lausanne du Buffet, reconstitue la richesse. On a l'exemple donc de Wölfli, d'Aloïse, de Séraphine et bien d'autres, comme Jean-François l'a rappelé tout à l'heure. Le théâtre, pas seulement la peinture, mais le théâtre n'est pas en peine non plus avec Strindberg, dont l'analyse qu'en donne le psychiatre, dans l'analyse qu'en donne le psychiatre Bieswanger, psychiatre qui était ami de Maldinet, mais aussi Artaud, dans le théâtre de la cruauté. Mais je voudrais mentionner aussi Aby Warburg, qui est un historien de l'art allemand, peut-être on ne peut pas dire un artiste, mais bon, et qui a dû être interné plusieurs années à la clinique Bellevue de Bieswanger après la Première Guerre mondiale. Warburg recherche dans les œuvres d'art, il est historien d'art, il recherche dans les œuvres d'art ce qu'il appelle les pathos formels, c'est-à-dire les formes ou les formules du pathos. Et ces formes ou formules du pathos sont transhistoriales. Ça ne veut pas dire éternelles, ce ne sont pas des formes de la nature humaine éternelle. Il y a une histoire de l'homme, mais il y a des formes qui se retrouvent transformées à des périodes historiques différentes. Ce sont ça, les pathos formels. Transhistoriales, elles se retrouvent. Et cette transformation de forme antérieure, transformation involontaire chez l'artiste, généralement, enfin c'est en tout cas le sens des pathos formels d'Aby Warburg. Warburg recherche des formes que l'artiste n'a pas voulu, mais qu'il a vues dans le passé, dans les autres œuvres. Alors ceci est exemplaire d'une mémoire pathique et non pas conceptuelle ou gnosique. Et elles sont l'objet, je n'insisterai pas, mais c'est très, très important, de ce que Warburg appelle l'iconologie. L'iconologie qui analyse la vie des images, la vie des formes, et non pas leur chronologie, puisqu'il y a une transformation des formes qui se répètent, transformées, et dans leur transformation même. Alors, Maldinet écrit « La signification de l'œuvre n'est pas seulement conceptuelle, elle comporte une dimension pathique qui correspond à une manière d'être au monde, à un style d'accueil des choses. » Dans le livre « Regard, parole, espace », page 215. Alors, je pose la question, qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Une œuvre d'art n'est pas un objet, mais une forme, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une forme ? Dans une forme, dit Maldinet, sa signification est une avec son apparition. Sa signification est une avec sa manifestation. C'est dire que dans l'œuvre, une forme n'est pas fixe, mais en mouvement. Une forme est en formation. À chaque moment de manifestation, la forme se forme.
C'est-à-dire qu'une forme est un champ de tension, c'est-à-dire un rythme. Et je peux dire en quelques mots là ce que dit Paul Klee, qui dit que ces peintures peignent des rythmes et non pas des objets. Et il dit que c'est difficile de regarder une peinture, parce que quand on la regarde en passant comme ça, on détecte des objets, des figures, des réalités. Et c'est pas ça, c'est des rythmes qu'il faut voir, comme en musique. Des champs de tension, un champ de tension. Dans la création artistique, une forme n'est pas dans l'espace, ni dans le temps. Elle engendre son espace et son temps. Nous revenons donc à notre première citation de Maldinet. Le rythme est la vérité de l'aesthésis. Vous vous souvenez, l'art est la vérité du sentir, parce que le rythme est la vérité de l'aesthésis. Ce qui veut dire aussi que dans le sentir, c'est le rythme que nous sentons. Hein? Dans la perception, nous voyons, nous envisageons des objets. Dans le sentir, dans la sensation, ce sont des rythmes qui se donnent à nous, soit dans la vue, soit dans l'ouïe, soit... Bon. Et Maldinet écrit aussi, dans le rythme, l'ouvert de tout à l'heure n'est pas béance, mais patence, c'est-à-dire apparition. Le rythme apparaît. Il n'est pas ici ou là, il apparaît dans ce champ de tension des éléments qu'il met en jeu ensemble. Le rythme est donc le mode, fin de citation de Maldinet, le rythme est le mode de l'apparaître de ce qui apparaît. C'est pourquoi nous pouvons dire que l'artiste, malade ou non, crée des modes de l'apparaître, des rythmes. Et il n'y a qu'à voir les tableaux de Wölfli, extraordinairement répétitifs et avec des tensions absolument monstrueuses en quelque sorte entre les points, les éléments qu'il met en jeu. Alors c'est pourquoi le malade, lorsqu'il crée une œuvre, car il crée une œuvre, transforme la béance qui est en lui, j'ai dit la faille, la béance, en patence dans l'œuvre. C'est patent, en quelque sorte, chez Wölfli, dans l'œuvre de Wölfli. Troisième et dernière séquence, la pathétique de l'espace et du temps. Donc, transformer la béance en patence, c'est ce que la Daseinsanalyse, issue de Bieswanger, l'analyse du Dasein, se donne pour tâche d'explorer dans l'acte thérapeutique. Qu'est-ce que la Daseinsanalyse ? Maldinet répond, je cite, « La Daseinsanalyse est d'abord l'analyse des structures spatiales et temporelles de la présence. » C'est dans Regard, parole, espace, page 87. Et ces structures spatiales et temporelles de la présence, enfin, la citation est terminée, c'est ce qu'ont exploré les psychiatres, Bieswanger notamment, Minkowski et d'autres. Je prendrai l'exemple de Bieswanger, qui a écrit, entre autres, un petit ouvrage intitulé « Le problème de l'espace en psychopathologie », traduit par Caroline Gros en 1998, où Bieswanger montre comment ce qu'il appelle en allemand der gestimmte Raum, où il montre ce qu'il appelle, voilà, que la traductrice, ce terme, que la traductrice a eu l'heureuse idée de traduire par l'espace thymique. Thumos, c'est du pathos, hein, c'est du sentir. Donc, il a montré comment l'espace thymique s'élargit ou se rétrécit selon les affects et donc selon le pathos. De même en ce qui concerne le temps, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont un espace thymique extrêmement large,
d'autres qui ont rétréci en un point, un espace thymique rétréci en un point. De même en ce qui concerne le temps. Certains de ces patients, des patients de Binswanger, rétrécissent le temps en un point unique du passé. C'est le mélancolique. D'autres le survolent sans arrêt. C'est le maniaque. Alors, ces structures spatiales et temporelles de la présence, que sont-elles? Espace et temps, je dis. Et je ferai l'hypothèse qu'elles sont celles-là mêmes que Kant a désignées du terme de forme a priori de la sensibilité dans la critique de la raison pure. Mais Kant les détermine, le philosophe Kant, les détermine comme les conditions de possibilité de l'expérience, et par là de la connaissance. Ne sont-elles pas plutôt et d'abord les conditions de possibilité de l'existence, au sens heideggerien et au sens mallinéen du terme? Ces conditions de possibilité de l'existence correspondent sans doute aux trois questions qui, où, quand. Qui, où et quand, questions qui ne sont pas susceptibles d'une réponse identique et identitaire. Ce sont là les formes de la présence. C'est pas moi en tant que je suis né à telle date, etc., mes parents, etc. C'est les formes de la présence, de ce que de mon existence, là, dans le moment où j'existe et où j'y suis. Donc de ce que Mallinet appelle la présence. Elles sont, ces formes, la détermination de notre facticité, le terme est de Heidegger, de la facticité de l'exister, autrement dit, si vous voulez, de la contingence de l'exister. Je propose d'appeler pathétique cette facticité existentielle. Mais ici, j'explore cette facticité pour mon propre compte, car le terme de pathique n'a pas été élaboré, que je sache, par Mallinet. Il l'est par moi, maintenant. Mais je ne prends pas non plus le terme de pathétique au sens courant et édulcoré d'une manifestation exagérée et emphatique du pathos. Je prends pathétique au sens initial du terme grec pathos, donc au sens que j'ai rappelé tout à l'heure, de l'épreuve de l'exister, donc au sens de l'esthétique, du sentir et du se mouvoir. Et je dis, l'esthétique est une pathétique, que ce soit celle de la critique de la faculté de la raison pure, l'esthétique, aux deux sens kantiens, est une pathétique. Et je voudrais désormais désigner l'esthétique transcendantale de Kant comme une pathétique transcendantale, qui explorerait donc les structures et les formes a priori de l'espace et du temps. Je dis, c'est dans les formes de l'espace et du temps que le sentir se fait sentir. Voilà la pathétique. Les structures spatiales et temporelles du Dasein, de l'être le là que nous sommes, constituent notre facticité au sens heideggerien du terme, et la pathétique transcendantale qu'elles mettent en œuvre, tout comme l'esthétique transcendantale kantienne, sont les preuves, les prouver de notre exister, mais aussi les preuves de l'exister de l'œuvre d'art. Les preuves de l'exister de l'œuvre d'art, parce que l'œuvre d'art existe. Vous me direz, elle est là sur un mur. Bon. Mais elle existe sous mon regard, ou dans mon écoute, ou bon, parce que c'est dans le regard, dans l'écoute, ou dans le toucher, ou je sais pas, que le sentir se fait sentir. C'est donc les formes de l'espace et du temps, c'est là où le sentir se fait sentir. Les structures spatiales, elles sont donc aussi les preuves de l'exister de l'œuvre d'art, c'est-à-dire que l'œuvre d'art existe quand quand un regard aperçoit le rythme de la peinture. C'est ce que voulait Klee, Paul Klee.
Il ne voulait pas qu'on lui dise ce qu'il y avait sur ces tableaux. Il voulait qu'on lui dise, ou qu'on ne lui dise pas, mais qu'on ressente, qu'on éprouve le rythme. Bon, comme en musique, ou comme dans tous les arts. Dès lors, les structures spatiales et temporelles de notre facticité, comme l'épreuve de l'exister de l'œuvre d'art, sont notre pouvoir-être et le pouvoir-être de l'œuvre d'art, ce qui fait que l'œuvre d'art n'est pas un objet, mais une forme en formation, qui se forme sous mon regard ou dans mon écoute. Alors, exister, pouvoir-être, la facticité est celle de l'existence, qui est celle de l'existence, se transforme en possibilité. Et la transformation de la facticité en possibilité constitue la création ou la connation, au sens de Houry, esthétique. Et alors, pour conclure, nous ne sommes pas très éloignés de l'esthétique aux deux sens kantiens du terme lorsque nous parlons de pathétique. Et nous sommes très proches de ce qu'a écrit la philosophe Jeanne Hersch, qui est méconnue, malheureusement. Je donne ces dates pour la situer, 1910-2000, qui parlait, elle, s'agissant de l'esthétique transcendantale kantienne, d'une affectivité transcendantale. Je la cite en guise de conclusion. Elle dit « Dans la critique de la raison pure, Kant avait mis en lumière les préconditions subjectives de toute expérience et de toute connaissance. Maintenant, Heidegger cherche dans le Dasein les préconditions de toute vraie quête de la vérité en tant qu'interrogation sur l'être de l'étant. Comme c'est le Dasein, elle continue, comme c'est le Dasein qui se trouve là mis en cause, Heidegger développe une sorte d'analyse réflexive de l'affectivité transcendantale. Fin de citation, c'est dans le livre de Jeanne Hersch qui est intitulé L'étonnement philosophique, paru chez Folio Gallimard en 93, page 1993, page 421. Donc, je conclus en 3 mots. Il est bien vrai que ce que nous désignons ici comme une pathétique transcendantale, c'est-à-dire les conditions de possibilité de l'exister, que sont l'espace et le temps, conditions de possibilité de l'existence, sont aussi les structures mêmes qui soutiennent la Daseinsanalyse psychiatrique dont relève l'exister, malade ou non, et la création des œuvres d'art. Je vous remercie. Merci, Yann. Alors, vous allez nous dire quelques mots d'abord, et puis on échange, hein, on va pas se borner à un exposé. Hein. Bon, évidemment, moi je ne vais pas vous faire un long exposé, en effet. Je m'étais simplement un petit peu posé des questions en écho à ce qu'a pu dire Madame Escoubas concernant cette... peut-être quelque chose qui avait à voir avec la dichotomie entre le pathique et le pathologique, le pathique étant, mais tout ça étant relié à ma pratique, dont je dirai un mot après, qui est une pratique de metteur en scène, essentiellement et scénographe, avec une circulation, on pourrait dire, et un travail périphérique au champ de la psychiatrie. Donc je m'étais posé la question simplement entre le pathique et le pathologique, de se dire... pathique étant du côté du sentir, en effet, donc de l'ouverture au monde et à l'être, de l'émergence et de la présence, et puis le pathologique du côté de la fermeture en soi, sur soi, etc., et de la perte du réel. Et comme vous le dites, je me demandais que, de même que ce qui fait œuvre dans la maladie est une reconstruction partielle, précaire, comme ça, d'existence au lieu même de la perte du réel, je me disais que dans la dimension pathique, justement, telle que
tel que vous en parlez, et en reprenant Maldinet, entre autres, et je me disais que dans la création ou la connation esthétique, pour reprendre des termes de Jean Houry, il n'y avait pas seulement un rapport de continuité avec l'ouvert, justement avec quelque chose qui serait de l'ordre du pathique, mais quelque chose qui avait aussi à voir avec une sorte d'alternance entre le voilement, l'opacité, l'ouvert, l'éclosion, etc. Et voilà, et que sans cette alternance, sans doute, donc c'était en ça que je me disais qu'il y avait un rapprochement possible entre ces deux notions qui, voilà, pour ceux que j'en connais, et la manière dont je peux me saisir de ces concepts-là avec des outils précaires, voilà, c'était deux choses qui pouvaient non pas se mettre à distance, mais s'articuler dans leur réciprocité mutuelle, comme ça, voilà. Bon, simplement ça, et puis après, que dire peut-être du théâtre qui est le mien. Donc en effet, je mène une recherche depuis une vingtaine d'années en ayant monté des textes plutôt de la première moitié du XXe siècle ou deuxième moitié du XXe siècle, enfin, en prenant appui sur Dada, etc., puisque le premier spectacle était un spectacle autour de Dada, donc qui mettait en scène des principes de simultanéité et de polyphonie, comme ça, de présence, de corps. Et c'est vraiment un théâtre qui est à la recherche de la présence, plus que, pour faire écho aussi à ce que vous avez dit, plutôt un théâtre qui est à la recherche de la présence et de l'avènement d'un état de présence, d'un mode d'être qui va définir et constituer l'espace dans lequel la représentation aura lieu, plus que l'espace ne pourrait préexister en tant qu'il viendrait accueillir un mode de présence donc qui serait assujetti au fond ou subordonné à un espace en tant qu'il lui préexisterait. Donc voilà, plutôt et puis un théâtre d'une part à la recherche comme ça de la présence, mais enfin tout théâtre évidemment est à la recherche de la présence, mais et qui veut se mettre, je dirais un peu à distance de ce qui serait, de ce qui appartiendrait à une logique intentionnelle. Donc un théâtre qui est plutôt un théâtre immanentiste, on pourrait dire, qui scrute comme ça l'apparition de l'événement, en tant qu'il lui non plus ne peut pas être prédéterminé ou surdéterminé par une analyse dramaturgique, par un ensemble d'intentions qui viendraient comme ça cloisonner par avance le sens qui, lui, serait tendu vers une résolution souhaitée que ce qui serait celle de la représentation. Au contraire, non, un théâtre peut-être, mais idéalement, évidemment, à la recherche du sens immanent, comme ça, à ce qui va advenir sur le plateau. Voilà, pour dire les choses rapidement. Donc un théâtre que je considère comme peut-être un théâtre du moment pathique, quoi, ou à la recherche d'un certain moment cosmogénétique, fixation d'un point dans le chaos aussi, enfin comme vous l'avez dit, pour reprendre des choses de Clé. D'ailleurs, pensant à Clé, je me disais que il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup chez lui aussi, c'est que lorsqu'il parle du type partiellement, enfin, qui sacrifie parfois dans la peinture un type qu'il appelle type partiellement constructif, donc qui repose sur une base schématique. J'avais noté 2-3 choses la mise en forme partiellement constructive, qui repose sur une base schématique, donc qui sacrifie en quelque sorte mais qui n'est opérant que s'il déjoue son propre système, en introduisant ce qu'il appelle la ruine productive. Voilà, enfin bon, c'est pour dire les choses rapidement, mais ce sont un peu les concepts avec lesquels nous essayons de travailler au sein de cette compagnie, donc qui a un peu une jambe, on pourrait dire, ou un pied, ou quelques orteils qui traînent parfois dans le champ de la psychiatrie, dans le sens où j'ai, moi, travaillé longtemps, circulé plutôt, de manière périphérique en tant que stagiaire bénévole à la clinique de la Borde, donc dans une complicité aussi, mais enfin qui a mis du temps à éclore avec Jean Houry, dont
par contre, que j'ai beaucoup lu, et évidemment les concepts mêmes auxquels vous avez fait référence au départ, tels que celui de la Gestaltung, de la procédure d'émergence, comme ça, sont pour moi des choses qui sont vraiment essentielles et que auxquelles j'essaye d'être attentif, considérant justement que le lieu de la représentation est aussi un lieu d'émergence voilée, peut-être, bon, et plutôt qu'un lieu d'apparition ou de saisie d'un sens qui serait préexistant et prédéterminé. Voilà. Là, je me répète déjà. Donc, on voit bien comme ça va tourner, que ça va tourner en boucle très rapidement. Bref, mais enfin, tout ça pour dire que oui, il y a eu comme ça cette attention aux écrits d'Oury, notamment évidemment création et schizophrénie. Et la parole même d'Oury est présente dans un travail que l'on mène en ce moment, qui s'appelle Divine Partie, qui est une tentative de transposition et de traversée de la Divine Comédie, où la parole d'Oury est présente à la fois dans l'enfer, dans le purgatoire et dans le paradis. Enfin, bon, pour vous dire un peu, mais ça n'est qu'une anecdote. Et puis également, donc, un travail mené à la clinique de la Borde, d'abord en 2002, où j'avais monté quelques petites scénettes l'été, puisqu'il y a cette fête du 15 août, comme vous le savez peut-être, instaurée notamment par Félix Guattari aussi. Enfin, et puis entre autres, et puis perpétuée comme ça depuis de longues années, hein. Fête qui permet la présentation d'un travail théâtral. Et donc en 2005 aussi, j'ai eu l'occasion de monter l'opéra de Katsu avec les soignants et patients de la Borde. Enfin, ce qui a été l'objet et le fruit d'un long travail, évidemment, d'approche, d'adaptation de la partition, de Weill, et puis de mise en place d'un système de représentation, d'une certaine logique comme ça, qui procède plutôt une logique poétique au fond, mais voilà. Et puis également donc encore un long travail avec André Robillard, qui en effet est présent évidemment au LAM, dans les collections de la Racine, dans le parcours des collections de l'art brut, et avec qui j'ai travaillé depuis 2007 à l'élaboration d'un premier spectacle qui s'appelait Tuer la misère, et puis à l'élaboration de cette seconde proposition, plus simple, plus réduite, puisque nous ne sommes plus que tous les deux sur scène, qui se nomme Changer la vie, qui est le corrélat au fond de Tuer la misère, puisque le fait de tuer la misère permet de changer la vie, évidemment. Enfin, pour reprendre les mots de Robillard. Et le village de Cristal. Et puis également, donc ça, ce qui est le fruit encore d'une relation et d'une connivence avec la clinique de la Borde, par José Maninti, m'a été confié un texte de Fernand de Vigny qui se nomme Le village de Cristal, et que nous avons monté en septembre dernier, que vous avez pu voir. Oui. Et oui, il y avait des tensions, enfin, je veux dire que il me semble que c'était une mise en scène des tensions du village. Et il y avait des gestes, enfin des personnes, des acteurs qui évoluaient, mais en dansant, pour ainsi dire, enfin de façon un peu dansante sur la scène. Et il y avait des choses qui tombaient, des choses qui... Bon, c'était vraiment la cristallisation, et avec tout ce qu'on peut en redouter ou en espérer. C'est-à-dire, c'est un village qui est menacé comme ça de cristallisation, en effet, sur lequel s'abat une menace d'arrêt du temps. Et puis, évidemment, on a affaire au mouvement désirant, au réveil, au contraire à l'apathie, au renoncement des uns et des autres face à cette menace qui vient, menace de cristallisation. C'était très beau. C'était très pathique. On peut rappeler que le cristal est une métaphore employée par Freud pour dire que le pathologique
nous renseigne a posteriori sur sa présence déjà là dans l'être humain avant qu'il se brise. Et donc c'est la crise, c'est psychotique par exemple, qui révèle les lignes de fracture qu'on ne voyait pas avant. Donc le pathique peut être une existence qui couvre en elle-même le pathologique et dont on ne sait rien a priori. Oui. Alors, je voulais rajouter aussi, juste pour que ça ne fasse pas trop confidentiel, que les fêtes du 15 août à la Borde, vous en avez une idée si vous n'avez pas la chance d'aller à Courcheverny au mois d'août, dans le film de Nicolas Philibert, La moindre des choses, qui est un film qui retrace tout le travail fait par Marie Lédier, dans les années 80. 90, 97 96, non, je ne sais plus. Oui. Voilà, donc vous pouvez voir ça dans ce film qui s'appelle La moindre des choses. Et pour avoir, moi personnellement, assisté à quelques représentations du 15 août de temps en temps, je peux vous dire que ce qui s'y déroule est très prenant. Non pas seulement ce que l'on voit sur une scène qui peut être par ailleurs éclatée, mais aussi ce qui s'y déroule, ce que l'on peut voir justement d'une existence de tel ou tel pensionnaire de la Borde qui va surmonter un moment difficile pour précisément faire exister un texte, une scène, un moment, etc. Et c'est pas le spectateur de passage, les amis de passage, ne voient pas toujours tout ce travail. Les enjeux, les enjeux. Ce qui se joue là pour chacun, évidemment. Ouais. Est-ce que parmi vous, il y a des... Voilà, monsieur. Alors, pour simplement, en fait, entre l'art et la folie, il y a deux mondes. Je pense, à mon sens, il y a deux univers, puisque nous en étions... Attendez, j'ai pas entendu l'art et la folie, il y a vraiment deux oui, univers qui sont opposés entre la création et puis le créateur. Et donc nous en étions dans l'histoire de la folie où finalement ce qui faisait qu'un homme avait sa raison, c'était son œuvre. C'était l'œuvre qui faisait l'homme. Donc finalement l'art est peut-être simplement l'expression de l'homme par rapport à la finitude du temps et du rapport à sa création. Et la folie est peut-être justement... parce qu'à travers l'art, il y a une notion de valeur, il y a énormément de choses. Dans l'art, il y a l'esthétique, il y a les canons esthétiques, il y a tout un rapport socio-culturel. La musique est composée de codes, etc. Il y a toute une phase éducative dans l'art. Donc finalement, l'art, ce qui est intéressant entre l'opposition entre l'art et la folie, c'est son côté éducatif. On a aussi bien chacun des trois, nous n'avons pas essayé de les opposer, on a essayé de les articuler. Foucault disait que la folie, c'est l'absence d'œuvre. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire faire œuvre quand on est en situation d'être provisoirement malade en psychiatrie? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi Wölfli, finalement, toute sa vie, il a conçu une œuvre, vous avez pu le voir si vous avez eu la chance d'y aller, monumentale. Oui. Énorme. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je voulais parler par rapport à l'aspect pathologique, parce que finalement, vous retracez des tableaux finalement du psychiatre qui regarde les œuvres de ses patients, mais les patients finalement sont enfermés, ils sont emprisonnés, donc ils ont un rapport au temps qui est complètement différent, donc ils sont obligés d'exprimer cette finitude du temps et d'avoir un retrait par rapport à la création. Oui, les psychiatres, et encore pas tous, les psychiatres dont on a parlé ce soir, ne sont pas des gens qui regardaient les œuvres de leurs patients, mais qui les sauvegardaient, ce qui est tout à fait différent. Et qui donc ont permis leur exposition dans la clinique de la Borde, par exemple, mais aussi maintenant dans un musée. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que la dimension muséale ajoute à ces œuvres. Mais il est plutôt là. Alors, les gens ne sont pas forcément enfermés. On va peut-être retourner dans les années qui viennent à une nouvelle forme d'enfermement.
Mais le fait de participer à un atelier ou le fait de faire une figurine en terre, la manière dont Gisela Pankov faisait travailler avec ses patients, c'est une manière de reconstruction de soi. Et d'ouverture du temps. Oui. Et prenons un homme comme Van Gogh, finalement, il n'était pas enfermé, mais il était quand même dans une exclusion sociale qui était véritablement profonde. Et finalement, c'est son expression par rapport au temps, par rapport à ce qu'il faisait de lui. Oui. C'est pour ça que je voulais parler un peu de l'art et tous de les l'éducation. artistes. Voilà. Aussi, c'est par rapport au temps et à l'espace, je dirais. C'est-à-dire à leurs coordonnées existentielles, aux coordonnées de l'existence. Oui. Une autre question, monsieur? Oui, enfin c'est difficile là. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je suis économiste, donc pas du tout philosophe. Oui, je suis économiste, donc pas du tout philosophe, quoi. J'ai du mal, si vous voulez, à différencier la sensation de la perception. J'entends bien ce que vous dites, hein, mais je me demande, si vous voulez, si ce n'est pas un abus de langage. Hein. Je vais argumenter un petit peu à ma façon. J'ai vu il y a quelques années des tableaux d'autistes, hein, qui n'étaient pas exposés dans un musée, mais dans un local pour autistes. Hein, donc on avait des tableaux d'autistes. Et ce qui était caractéristique, c'était que l'autiste, si vous voulez, il peint ce qu'il voit. Hein, son être au monde à lui, c'est ça. Et il peint, si vous voulez, par exemple, un cheval qu'il a vu 30 secondes, à l'hyper détail près. Vous voyez, c'est ce que je veux marquer un peu, c'est la représentation que j'ai du monde et ma structuration mentale à moi. L'autiste vit dans son monde et effectivement, il va se représenter sur un tableau le monde qu'il voit, et c'est un monde sans filtre. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Sans filtre, que voulez-vous dire? Mais sans filtre, c'est-à-dire que l'autre... si vous voulez, un être humain se construit par étapes et petit à petit, il va filtrer le réel avec un mode de représentation. Donc là, on est effectivement dans ce que vous appelez la perception. Petit à petit, il va construire sa représentation du monde à travers sa construction à lui. L'autiste, il est tout au départ. L'autiste, il n'a aucune structuration intérieure à la limite. Et donc, il voit effectivement ce que nous, on ne voit plus. Nous, on a un monde filtré. Lui, il voit tout. Et donc, il va vous peindre effectivement ce cheval qu'il a vu 10 secondes à l'hyper détail près. Bon, voilà, enfin, c'était... Oui, pourquoi pas. Mais je pense que c'est le cas de tous les artistes. Mais pas à l'hyper détail près. On n'a pas besoin de voir longtemps quelque chose pour... enfin, si, justement. Quand on est Paul Klee, par exemple, il déforme les figures, les objets, etc. Et ça fait partie du travail de l'espace pictural, de l'espace en peinture, c'est-à-dire du travail de la création de tension et de rythme. Et je crois que l'autiste, à ce moment-là, l'hyper-détail près, c'est aussi une forme de création. S'il ne les a pas vus, s'il n'a pas vu ces détails, comment les crée-t-il? Évidemment, c'est qu'il reconstitue la forme telle qu'elle s'impose à lui à partir d'un linéament très rudimentaire. Alors, ça, c'est de la création. Oui, je suis d'accord là-dessus. Mais si vous voulez, entre un autrice, Wolfi, j'ai vu quelques tableaux de Wolfi. Effectivement, lui, il a une vision de schizophrène. Son être au monde, c'est celui-là, si vous voulez. En fait, il vous peint ce qu'il voit, et dans l'histoire de ces tableaux, on voit une évolution, si je me souviens. Petit à petit, effectivement, on peut sentir. Alors, j'ai vu ça très vite et il y a longtemps, mais il me semble que petit à petit, on peut voir une évolution et une déstructuration dans son œuvre qui peut effectivement renvoyer à ce qu'il est. Il n'est pas autiste, Wolfi.
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, monsieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Liane, mais en ce qui concerne Wölfli, on a pu le voir dans la rétrospective du LAM l'an dernier, il n'y a pas de déstructuration. L'hyperstructuration. Pas du tout de déstructuration. Alors vous dites qu'il est schizophrène. On n'a pas besoin de savoir que Wölfli est schizophrène pour regarder Wölfli, ses œuvres. Il peut y avoir des choses qu'on retrouve chez Wölfli, qu'on retrouve dans d'autres dessins de schizophrènes, notamment le bourrage, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas d'espace blanc, il n'y a pas de vide, comme dit Maldinet. Saturation de l'œuvre. Mais je ne pense pas que... Je sais pas, il faudrait demander aussi parmi vous, ceux qui ont vu l'exposition Wölfli, s'ils avaient le sentiment... Alors effectivement, il y a un sentiment d'inquiétante étrangeté quand on découvre Wölfli. Mais ce n'est pas lié forcément au fait que Wölfli était schizophrène. On est soi-même dans un moment pathique extraordinaire, oui, enfin, en tout cas, qui est entre le détail et puis il est sans cesse un jeu comme ça d'approche, de délimitation d'avec le support et l'œuvre, qui est vraiment très frappant. Et le remplissement de l'espace structuré. Ce remplissement, c'est pas du tout... Mais soi-même, on est dans un mouvement de délimitation soi-même, à l'œuvre telle qu'on la reçoit. N'est pas tout à fait celle de Jean Dubuffet ou ni celle de Morgenthaler. On a d'autres, c'est une autre dimension. Oui, bien sûr. Notamment au niveau des structures, par exemple. Dans l'étude de la musique, on trouve de nouvelles structures. Parlez bien dans le micro, je ne suis pas sûr. Dans l'étude de la musique, on trouve de nouvelles structures à l'œuvre. Oui. Par exemple, ou dans celle du collage. Après, sur la question du musée, ce qu'il ajoute, c'est qu'il opère un déplacement. Je pense que c'est ce qu'on reproche au musée, c'est ça. C'est son intérêt, et ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il extrait l'œuvre de son contexte. Et à partir de là, ça dépend ce qu'on en fait. C'est un peu comme l'hôpital, ça dépend ce qu'on en fait. Donc, infiniment ouvert. Mais en tout cas, d'autres discours peuvent émerger, par exemple, par rapport aux discours qui sont à l'œuvre au sein d'un hôpital, ou ça ouvre d'autres portes. Oui. Et en même temps, je crois que quand on va dans un musée, il y a de plus en plus d'expositions actuellement, mais pourquoi y va-t-on? Il faudrait qu'on y aille pour essayer de se faire un regard. C'est pas pour dire j'ai vu telle Monet, telle Manet, comme ça. Il faut, on peut les avoir vus, mais il faut les regarder avec une espèce d'acuité qui les recrée en quelque sorte. Un tableau n'est pas en face. C'est d'ailleurs la même chose pour le théâtre. C'est pas en face de moi. C'est quelque chose qui me saute aux yeux, mais pas en tant que constitué par tel ou tel objet, mais je crois que ce qu'il faut essayer de voir, mais c'est très difficile, c'est les tensions qu'il y a entre les éléments du tableau, entre les couleurs du tableau, dans l'atmosphère, je ne sais pas comment appeler ça, du théâtre, ou dans les sons. C'est les tensions, les figures, les articulations rythmiques. C'est ça qui fait d'un tableau un tableau. Sinon, on met un personnage et puis un autre. Non, c'est pas la peine. Puis, si je peux me permettre d'ajouter, on est, sur l'expérience directe, on est plus facilement dans la surprise et la rencontre que quand on s'attend à voir un Monet ou un Cézanne. N'importe quelle exposition d'art dit brut, que ce soit au LAM, à l'espace Saint-Pierre, à la Halle Saint-Pierre à Paris, oui, ou ici à Gand, vous avez, ça vous saute à la figure. C'est ça la surprise, la rencontre. Oui, monsieur, vous voulez dire? Oui, bonsoir. Ce que j'ai retenu de la différence entre la création de quelqu'un dit malade et de pas malade, c'est qu'il y avait projet pour celui dit pas malade et appel. Mais la majorité des artistes répondent à un appel. Je ne vois pas la différence.
Je n'ai pas senti la différence. Est-ce que vous pourriez me l'éclairer? Non, je crois qu'il n'y a pas de grande différence. D'ailleurs, Maldinet lui-même réfute la notion de projet. Mais il dit certaines œuvres répondent à un projet et d'autres à un appel. Et je crois que l'appel est, je dirais l'appel au projet, enfin l'appel à sortir, à ouvrir un projet, mais un projet qui n'est pas déterminé à l'avance, qui va se faire. Gestaltung, formation. Ce qu'on n'a pas tellement évoqué aussi, c'est la création. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le fait, par un malade, de rejoindre un réel. Enfin, le réel est difficilement définissable, mais vous parliez en création d'un malade, au moment où il a été créatif, il rejoignait un réel. Ça, c'est ce que disait Maldinet, la formule de Maldinet sur le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas et qui était déjà toujours là. Donc il y a quelque chose de cette rencontre dans le faire-œuvre. C'est-à-dire qu'on crée, effectivement, on sait qu'on est coltiné à du réel et il en sort quelque chose. Ce que dit Guattari à ce sujet, il dit que ce qui prime à la fois dans la psychose et dans le mode d'être de la psychose et dans le mouvement de la création esthétique, c'est l'irruption sur le devant de la scène d'un réel antérieur au discours, à la discursivité. C'est ça. Et dont la consistance pathique saute à la gorge. Je ne sais plus comment il dit ça, mais dans ces termes. Donc le projet n'est pas un projet discursivement composé. Hein. C'est un réel qui est... Voilà. Qui vraiment émerge à nouveau, quoi. Mais qui était déjà là. C'est un art d'église, c'est déjà là. Oui, moi je voulais diriger la question vers Alexis Forestier. C'était par rapport à mon expérience de spectateur du film que Jean-François Rey a mentionné tout à l'heure, le film de Nicolas Philibert, La moindre des choses. Parce que je vous ai entendu tout à l'heure évoquer le travail, l'opéra de Katsu. Or, dans le film de Nicolas Philibert, on a une pièce de Gombrowicz, mais dans laquelle il y a un rôle immense du musical et du chanté. Et donc, je me posais la question de savoir ce que vous pourriez nous dire du rôle du chant et de la musique à côté ou dans le mouvement du travail théâtral, parce que c'est un autre art encore qui est convoqué, enfin, où c'est un théâtre dans la pleine disposition de tous ses moyens. Enfin, voilà. Je dirais que c'était un peu dissocié, nous, dans notre travail. Moi, quand la proposition, en fait, elle m'a été faite par Marie Lédier, dont vous avez cité le nom, qui est en effet cette femme qui, pendant très longtemps, a pris en charge le fait du théâtre, l'été à la Borde. Et puis Marie Lédier et Bruno de Conin, qui était un ami, qui était assez proche de José Maninski aussi. Je précise, Marie Lédier travaillait monitrice. Comme monitrice, elle était vraiment... Ouais. Et moi, vraiment, dans mon esprit aussi, ce qui est paradoxal, parce que j'ai fini par accepter, suite à une relation assez longue, parce que j'ai été stagiaire la première fois en 97, puis j'y suis revenu régulièrement tous les ans, enfin, stagiaire bénévole. Donc, je veux dire que j'ai fini par accepter paradoxalement de me livrer à la mise en scène du 15 août, alors que je considérais, dans une sorte d'orthodoxie liée à ce que je connaissais de la psychothérapie institutionnelle, qu'on ne pouvait y faire quelque chose du théâtre et des interventions de quelque sorte, qu'elles soient, que si on était vraiment là en prise avec le quotidien. Voilà, bon, et paradoxalement... j'ai fini par accepter, mais j'étais préoccupé justement par le fait, ce qui va rejoindre votre truc, répondre peut-être à votre question, par le fait de ne pas venir seul et de ne pas porter le projet seul comme Marie Lédier pouvait le faire en étant justement en prise sur la clinique. Donc je voulais créer une sorte de surface hétérogène j'avais rassemblé 6 personnes, nous étions 6, moi compris, pour mener le projet. Dans l'hypothèse d'investissement transférentiel multiple, justement, parce que si j'arrivais seul à la Borde, 20 personnes allaient s'intéresser à ce que je pouvais leur dire et à mon mode d'être précisément, alors qu'à 6, ça multipliait les possibilités de transfert,
d'investissement possible comme ça vers le théâtre. Donc nous étions 6, dont un musicien, Philippe Allais, qui était auprès de moi et avec qui j'avais déjà travaillé à deux projets, sur 2 projets, et qui lui s'est livré vraiment à une transposition, enfin pour dire les choses un peu techniquement, du matériel d'orchestre de la partition de l'opéra de Katsu. Il a transposé pour l'effectif qu'il avait à disposition, c'est-à-dire, mais il y avait quand même une très très belle orchestration. Et je dois dire que la partie justement de la transposition et du jeu de ce matériel musical était vraiment une des choses les plus réussies. C'était pour une dizaine de musiciens, dont des claviers, une guitare, enfin quelques cuivres, des violons, un alto, un violoncelle, enfin. Et donc, c'est évidemment que ce travail-là, il l'a mené, on pourrait dire, en parallèle de notre travail. Alors, il y avait une perméabilité incessante entre le travail de la scène à proprement parler et puis le travail musical, et on passait de l'un à l'autre, des ateliers se distribuaient comme ça chaque jour, mais il a vraiment réussi à transposer quasiment l'intégralité, je crois, de toute la partition de l'opéra de Katsu, sur laquelle on avait travaillé longtemps, mais voilà, donc dans une logique, c'est vraiment un travail qui était nécessairement en prise sur le quotidien de la clinique. C'est-à-dire que les répétitions musicales avaient lieu chaque jour, puis elles se déplaçaient, on changeait d'espace pour retrouver la possibilité d'une relation à ce qui devait advenir. Il y avait une nécessité à déplacer sans cesse comme ça le dispositif pour que le projet demeure en chemin. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre question, pas vraiment, mais... Ma question était aussi sur ce que ça met en jeu, le chant et la musique. Oui. Bon... La musique, j'y étais moins sensible parce que, j'étais moins présent, je crois. Donc, je ne sais pas très bien ce que ça mettait en jeu. Je pense que le chant mettait en jeu vraiment énormément de choses et peut-être plus encore que l'interprétation de l'acteur. Et là, ça donnait lieu à des choses très très surprenantes, évidemment, avec toute la part d'inhibition. Et puis finalement, l'apparition, comme ça, l'émergence mais on a essayé de trouver la possibilité que certaines choses, que les parties chantées soient sonorisées de manière à ce qu'il n'y ait pas de nécessité à ce qu'on ne sacrifie pas trop à la nécessité de porter la voix, par exemple. Donc il y avait des choses extrêmement minces, comme ça, très frêles, fragiles, qui étaient d'une beauté surprenante, quoi. De la part de gens qui étaient assez peu disposés, évidemment, à cet exercice du chant. Enfin, bon, j'ai en mémoire tout un tas d'anecdotes, mais non, ça... Non. Au sein d'une institution, je reviens sur ce que vous évoquiez quand même, Wolfli par exemple. Si on prend Wolfli Forestier ou Aloïse, bon, il y a de la rencontre quand même. Oui. Hein, c'est aussi parce qu'on s'intéresse à eux. Bien sûr. Hein, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer le pouvoir qu'ils ont eu, ou en tout cas ce qu'ils ont pu donner aux gens qui s'intéressaient à eux. Je pense à Houry, qui, comme à partir de Forestier, va travailler notamment sur la question de la connotation esthétique que vous évoquiez. Jacqueline Poré-Forel pour Aloïse, qui travaille toujours sur Aloïse depuis 60 ans, par exemple. Et sur Wolfli, évidemment, Morgan Thaler, qui fait quand même un livre. Donc là, il y a de l'échange, il y a de l'ouvert, et peut-être c'est autour des notions de projets d'échange, qu'évoque Jean Houry aussi, c'est une dimension importante dans la connotation esthétique. Mais enfin, voilà, c'était juste faire attention, pas fermer. On peut prendre. 'on peut prendre encore une question ou deux. Hein.
Si à votre question, je voudrais juste revenir un peu sur ce qu'a dit Alexis Forestier concernant le transfert dissocié. C'est une vieille conception de Houry et de la psychothérapie institutionnelle, à savoir que les grands psychotiques qui arrivent là ont effectivement, les schizophrènes notamment, sont dans la dissociation. Et qu'au lieu de les prendre massivement dans une institution qui serait homogène et un psychiatre qui serait le seul référent, eh bien, il peut effectivement travailler sur des lieux, avec des gens de statuts différents, et le maître mot de ça, c'est la distinctivité. Hein, une institution de soins ou une école ou sur une prison, c'est de l'homogène, c'est du toujours pareil, ça tout. Vous entrez dans une pièce, c'est la même que la précédente, etc. Alors, donc, le théâtre à la Borde, j'imagine, joue aussi là-dessus, puisque ça se fait le 15 août, donc en plein air. Pas forcément sur une scène unique, d'ailleurs, on peut changer. Les répétitions aussi ne sont pas dans un... Voilà. Nécessité toujours à reformer l'espace dans lequel ça aura lieu pour qu'elle devienne vraiment quelque chose de la présence. Vous parliez de Forestier, monsieur, mais donc c'est en 1947 que Houry a rencontré Forestier, qui était hospitalisé là depuis à Saint-Alban depuis 1914. Hein, il avait essayé de faire dérailler un train. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que c'est parce qu'il est à Saint-Alban que Forestier émerge. Parce qu'il a trouvé dans le personnel des gens qui l'ont laissé fouiller les poubelles et reconstruire quelque chose. Il y avait Toscaïès. Il y avait Toscaïès, bah oui. Saint-Alban. Ouais. Mais ce que dit Houry aussi, parce que pour reprendre ce dont vous parlez là, à propos du transfert dissocié, c'est que précisément on lui a souvent opposé, enfin, et dans la psychiatrie encore aujourd'hui, il arrive fréquemment qu'on considère qu'il n'y a pas de transfert, qui est un concept qui lui est vraiment extrêmement cher, enfin qui est vraiment premier pour lui, considère qu'il n'y a pas de transfert dans la psychose. Ça, c'est vraiment une chose qui est encore en vigueur. Or, lui, évidemment, a combattu contre cette idée-là toute sa vie durant et encore aujourd'hui, et a notamment mis en place ce concept de transfert dissocié, considérant que justement, on peut toujours, du fait de cette surface hétérogène, cette hétérogénéité et distinctivité, en créant des espaces comme ça les plus ouverts et les plus hétérogènes, oui, trouver la possibilité de faire des greffes de transfert, si ça n'est pas des transferts véritables, enfin, et massifs justement, univoques, mais des greffes de transfert, donc des transferts dissociés, il parle de lambeaux comme ça, de lambeaux de transfert épars qui en effet, mais ça suppose, c'est un travail, ça peut paraître, c'est un travail colossal, phénoménal, et quotidien, et sans cesse, à recommencer sans cesse. Et collectif. D'invention permanente du quotidien. Donc, monsieur, vous évoquez l'ergothérapie, finalement. Non. Parce que l'ergothérapie, la vocation de l'ergothérapie, c'est de mettre un homme face à des objets et de le faire évoluer par rapport à une construction matérielle. Ouais. Parce que finalement, c'est un peu le but de l'ergothérapie, me semble-t-il, dans la psychiatrie, pour sortir un peu du contexte philosophique et abstrait par rapport à la création artistique, matérielle. Oui, mais ça faudrait se demander comment sont faits dans certaines structures les ateliers d'ergothérapie. Ils peuvent être faits comme des ateliers d'entreprise. Hein. On pointe, enfin j'ai peut-être un peu, mais à peine on pointe, on fait son heure, on se réhabitue à la discipline industrielle. C'est ce qu'on faisait dans les années 70. Hein. Ou bien, au contraire, on est dans l'ergothérapie, faire œuvre ou faire un objet, finalement, quel qu'il soit, mais fût-ce un objet technique, il n'y a pas de différence, quoi. Mais simplement, c'est les conditions dans lesquelles se déroule l'atelier. Hein. L'encadrement. Il y a de fait dans le travail de la psychothérapie institutionnelle, mais après, c'est des notions qui sont apparues plus récemment. Ergothérapie, d'art-thérapie, etc., qui sont contestables dans la mesure où, en effet, elles peuvent faire l'objet comme ça de pratiques conformes à tout un tas de protocoles, etc. Donc,
été très importante aussi. Hein. Oui, oui. Encore une question? Oui. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce que vous avez dit, mais il m'a semblé vous avoir entendu dire que sentir, c'est s'ouvrir, et qu'être fou, c'est créer une faille, enfin c'est subir une faille plutôt. Alors, est-ce qu'un artiste ne veut-il pas sentir, donc s'ouvrir, donc ne pas... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Pardon, c'est mieux? Oui. Je dois tout répéter? Alors. Donc je disais, je pense avoir compris que s'ouvrir, c'est sentir. Pardon, sentir, c'est s'ouvrir. Et qu'être fou, c'est subir une faille. Et donc, en fait, je me demande si un artiste ne veut-il pas sentir, donc créer une faille, donc être fou. Et donc, est-ce qu'en fait, un artiste voulait dire que c'est un fou? Et aussi, je voulais demander, est-ce que pour sentir une œuvre, il ne faut pas s'ouvrir et donc être fou? Si. Bon, là, vous posez des questions limites. Il est possible que des artistes soient fous, soient fous. Tout dépend de ce qu'on entend par là. Il y a les artistes qui sont enfermés ou qui sont en clinique, puis il y a les artistes qui sont chez eux. Bon, il y a un peu de folie quand même chez bien des artistes. Bon, il n'y a pas de différence à trancher comme ça. Bon, je ne pense pas qu'on puisse trancher. Hein. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, d'après Maldinet, le pathologique est inclus dans le pathique. Le pathique peut faire sortir du pathologique, enfin peut faire évacuer du pathologique. Alors là, c'est la faille. Ou pas. Bon, mais il y a peut-être des failles chez tous les artistes. Moi, je ne revendique pas une pureté, une normalité, je dirais, des artistes. Je ne pense pas. Bon, c'est tout. Je ne sais pas si c'était la question que vous posiez. Mais... Si. Oui. Je pense. Ah, d'accord. À être dans une faille dont on ne parvient pas à sortir et dont on peut éventuellement sortir par le mouvement de la création, l'émergence d'un quelque chose, c'est différent c'est tout de même différent comme position que celle de l'artiste qui éventuellement scrute l'ébranlement du réel par où va s'opérer, par où va advenir la faille d'une ouverture au monde. Souvent on peut chercher sa vie durant cette faille, pour un artiste peut-être, en grec, sans la trouver. Oui. En grec, faille, c'est chaos. Ouais. Le mot chaos vient du mot faille, béance, justement. Donc quand on crée du cosmos, quand on crée une forme, on la crée toujours à partir d'une béance plus ou moins présente, plus ou moins cachée. C'est dans le plus ou moins que se fait la différence. C'est peut-être ce que nous montre Maldinet, mais comme nous montrait Toscaïès autrement, c'est que c'est nous, c'est notre regard sur la folie qu'il faut changer. Bien sûr. C'est que la folie est peut-être simplement au cœur de l'expression humaine. Oui. Déjà, oui. À partir de ce point, et à partir de là, effectivement... Et non pas comme une séparation. Oui. C'est la question de l'aliénation, etc. Oui, c'est des siècles d'apprentissage. D'autres questions? Peut-être conclure là-dessus. Merci à Eliane Escoubas, merci à Yves Forestier. Merci à vous trois pour cette conférence un peu particulière. Oui, c'est format inhabituel ici. Et puis vous précisez qu'à la sortie de ce côté-là, vous avez des livres d'Eliane Escoubas qui sont à votre disposition, en tout cas avec la librairie La Colombe d'Argent. Dire aussi que cette conférence, comme toutes les conférences, sera retransmise avec Lille TV d'ici 3 semaines, un mois,
grâce au travail du service multimédia de Lille 1, que je remercie ici. Je les oublie souvent, mais ils sont très très présents. Et en lien avec ce cycle Raison, Folie des raisons, une exposition va être présentée du 15 mars au 17 avril avec Pierre Lechner qui est présent dans notre salle ce soir, qui est psychiatre devenu artiste et qui présentera une exposition sur le système de classification des troubles psychiques, DSM révisé et livres associés, dans le cadre d'une résidence DRAC Culture et Santé avec le secteur G21 de l'EPSM Lille Métropole et le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Le 15 mars, le vernissage de cette exposition sera précédé d'une table ronde sur le thème « Classifier sans stigmatiser la schizophrénie » à 17h30. Dernière chose, prochain rendez-vous de ce même cycle, on passera dans la deuxième partie de ce cycle. Après le rapport entre raison-folie, on passera au rapport entre les déraisons et la raison. Donc ce sera les déraisons de la raison qui seront présentées par Robert Lecneux le 14 février. Robert Lecneux qui est professeur émérite à l'Université de Lille 1. Et vous le savez, parallèlement à ce cycle se poursuit notre deuxième cycle « Quel devenir pour le travail social ?» sur le thème « Les formations en travail social, l'avenir du modèle social ». Ce sera le mardi 7 février avec Marcel Geiger, professeur titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale du CNAM. Ce sera animé par Philippe Cronier, qui est directeur de recherche et d'évaluation à la Sauvegarde du Nord. Merci à vous et bonne fin de soirée.